Dans ce nouveau scène d'horreur consacré aux disparitions inquiétantes, nous allons retracer celle de Léa Petitgat, disparue il y a presque 8 ans. Cette jeune femme de 20 ans, au moment des faits, s'est comme volatilisée sans jamais donner signe de vie. Disparition volontaire, suicide, rencontre dangereuse, l'enquête piétine et Léa reste toujours introuvable. Léa Petitgat, née le 6 août 1997, est élevée dans l'amour et la bienveillance. C'est une enfant polie, souriante et pleine de vie. Étroitement liée à sa petite sœur Amélie, Léa va prendre son rôle d'aînée à cœur et sera très protectrice. Ses parents divorcent et refont chacun leur vie. Léa vit avec sa mère, mais malheureusement, le courant ne passe pas avec son beau-père, à tel point qu'elle portera plainte contre lui pour violence physique et partira vivre chez son père quelque temps. Léa est décrite comme une ado un peu dans sa bulle, elle adore les mangas, elle est très créative, elle peint, elle dessine et elle rêve que d'une chose, c'est de devenir une artiste et de vivre de sa passion. Elle n'est pas spécialement passionnée par l'école, elle ne travaille pas beaucoup, mais elle décroche tout de même son bac sciences et technologies avec mention. À 18 ans, elle décide d'arrêter les études contre l'avis de ses parents qui auraient préféré qu'elle poursuive avec un BTS. Elle décide de suivre son petit ami de l'époque et part s'installer à Vannes où elle vivra de petits boulots dans un fast-food et une maison de retraite. Au bout de 2 ans de relation, Léa décide d'y mettre un terme en août 2017 et informe son père, avec qui elle a une relation très fusionnelle, qu'elle veut revenir s'installer à Nantes pour être plus proche de lui. Elle fait donc des démarches pour obtenir une chambre dans un foyer pour jeunes travailleurs, mais ses parents lui trouvent finalement un studio de 9 mètres carrés au 3e et dernier étage d'un bâtiment situé 15 rue Lamotte-Piquet dans le quartier Canclos. Son père, Christophe, n'est pas très emballé à l'idée qu'elle vive dans un espace si petit, mais Léa adore car c'est proche de toute commodité et qu'il y a un arrêt de transport en commun à même pas 200 mètres. Elle emménage donc avec ses 2 chats et démarre une nouvelle vie. Ayant une situation financière assez précaire, son père se porte alors garant et l'aide à payer les premiers mois. Avec ce nouveau départ, la jeune femme a des projets, elle souhaite passer son permis de conduire et s'orienter vers une carrière de graphiste ou dessinatrice. Elle effectue donc un service civique afin de se faire 2-3 sous, mais comme elle touche un peu moins de 500 €, elle fait aussi du babysitting pour arrondir ses fins de mois. Pour rappel, un service civique, c'est un engagement volontaire pour une durée de 6 à 12 mois, ouvert à toute personne âgée entre 16 et 25 ans, et ça a pour but d'aider les jeunes à entrer dans le monde du travail. Léa travaille donc à la maison de quartier de la Halvec, à 40 minutes de chez elle en transport, et elle s'occupe principalement d'animer des activités auprès d'enfants et de leurs parents. Bien que son nouveau travail ait pris une place assez importante dans son emploi du temps, elle ne délaisse pas sa passion première, bien au contraire, elle est très active sur les réseaux sociaux, elle a plusieurs comptes sous le nom de Luna TikTok, elle y poste ses dessins, ses peintures et elle a même l'ambition de faire une bande dessinée avec un personnage principal du nom de Mélodie. Elle se crée donc un grand réseau avec des gens tout autant passionnés qu'elle, avec qui elle s'entend bien, elle échange, elle organise même des loteries où elle fait gagner des dessins à ses followers. À cette période de sa vie, Léa est décrite par son entourage comme une jeune femme joyeuse, bien dans sa peau et qui ne parle jamais de ses problèmes. Mais elle est aussi décrite comme une personne naïve et qui peut facilement faire confiance. Dimanche 17 décembre 2017, dans l'après-midi, une jeune femme, prénommée Megan, vient signaler la disparition de Léa. Dans un premier temps, la jeune femme a eu tellement peur que sa plainte ne soit pas prise au sérieux qu'elle s'est faite passer pour la cousine de la disparue. Elle explique donc que la veille au soir, elle devait dormir chez Léa, mais qu'en sonnant au 3e étage du bâtiment, aucune réponse, hormis les chatons qui miaulaient derrière la porte. Ayant les doubles des clés, Megan pénètre dans l'appartement, mais aucune trace de son amie. Elle tente alors de la joindre par téléphone sans succès, elle fait le tour de la bande de copains pour avoir des informations, mais personne ne l'a vue. Seul un ami aurait passé la soirée chez Léa le mercredi 13 décembre, soit la veille de sa disparition. Selon ses dires, ils ont dessiné jusqu'à 23h30. Megan s'inquiète car ce n'est pas dans les habitudes de Léa, qu'elle décrit comme quelqu'un de ponctuel et avec qui elle avait pour habitude de beaucoup échanger par message. Le lendemain, lundi 18 décembre, dans la matinée, la police se rend alors au domicile de la disparue. Les premières constatations sur place ne montrent aucune trace d'effraction, l'appartement est intact, aucun signe de lutte, et après avoir fait le tour du voisinage,
personne n'a rien entendu de suspect. Le père de Léa est donc immédiatement contacté par la police. Dans un premier temps, il n'y croit pas. Lui qui était parti en week-end en Bretagne avec sa compagne était aussi sans nouvelles de sa fille, mais il ne s'était pas forcément inquiété sur le moment. Face à l'insistance du policier au bout du fil, il comprend que l'affaire est très sérieuse. Il quitte donc immédiatement son lieu de travail et se rend au domicile de sa fille. Arrivé sur place, le père comprend que la disparition de sa fille est prise très au sérieux et heureusement, car cela permet de lancer immédiatement les recherches. Dès le lendemain, le mardi 19 décembre, la police lance un appel à témoins. Sur l'affiche, on y découvre le visage de Léa, souriante. Elle est décrite comme étant une jeune femme de 20 ans, brune aux cheveux longs, les yeux verts, mesurant 1,47 m, de corpulence fine et ayant une cicatrice au bras. Le jour de sa disparition, elle portait une veste kaki ainsi qu'une écharpe identique à celle sur la photo diffusée. Elle était coiffée d'un bonnet blanc et d'un casque audio de la même couleur. 3 jours plus tard, la police judiciaire de Nantes ouvre une enquête pour enlèvement et séquestration. Les enquêteurs reprennent depuis le début et commencent par l'appartement de Léa. En fouillant le domicile, ils ne relèvent aucune trace suspecte de sang que l'on peut facilement détecter grâce au Blue Star, mais ils constatent que la jeune femme est partie avec ses écouteurs, son ordinateur, son téléphone et ses papiers. La téléphonie est donc examinée. Le portable de Léa s'est connecté au Wi-Fi de ses voisins le 14 décembre aux alentours de 8h15. Cette information concorde bien avec le planning de Léa qui devait commencer plus tôt le travail ce jour-là car elle avait une mission de babysitting le soir même. Le téléphone reste connecté au Wi-Fi pendant 1 heure, puis il borne aux alentours de 10h30 dans le quartier, mais dans une direction opposée à celle qu'elle doit prendre pour aller à son travail. Elle aurait donc passé un appel sur Internet via une application comme WhatsApp, Messenger, Telegram ou Snapchat. Est-ce qu'on lui a volé son téléphone? Est-ce que quelqu'un l'attendait dans une voiture? A-t-elle été embarquée de force? Des questions qui restent malheureusement sans réponse. Les enquêteurs poursuivent leur investigation en s'attaquant à la vidéosurveillance des transports en commun. Avec un peu de chance, ils pourront peut-être retracer le parcours de Léa qui avait pour habitude de prendre la ligne 23 pour se rendre à son travail. Malheureusement, les transports nantais ne conservent les images que pendant 72 heures et aucun témoignage de passagers évoque avoir vu Léa ce jour-là. Démarre alors une grosse enquête de voisinage. La police fait le tour des appartements, des commerces ouverts au moment de la disparition. Dans cette rue résidentielle tranquille mais pas forcément déserte, il y a bien quelqu'un qui a vu ou entendu quelque chose de suspect. Là encore, les enquêteurs se heurtent à un mur. Personne ne semble connaître Léa, seule la boulangère se souvenait d'elle car elle était petite et portait toujours un casque et un bonnet blanc. La police interroge alors les proches en commençant par celui qui l'aurait vue en dernier, cet ami présent chez elle la veille au soir. Il explique qu'ils se sont retrouvés chez Léa pour dessiner jusqu'à 23h30 avant qu'ils ne quittent les lieux. Longuement questionné, il précise que Léa ne présentait pas de signes d'inquiétude et qu'elle devait juste se lever tôt pour le travail du lendemain. Il est rapidement mis hors de cause car les données relevées sur sa téléphonie montrent bien qu'il a quitté les lieux à 23h30. C'est au tour du père de la disparue, Christophe Petitgat, d'être entendu car il est le dernier à avoir appelé Léa sur son téléphone la veille de sa disparition. Il raconte qu'il a un peu sermonné sa fille car elle avait 3 loyers impayés, ça commençait à faire beaucoup, il ne pouvait pas toujours assurer ses arrières et il voulait qu'elle prenne un peu ses responsabilités en réglant ce problème le plus vite possible. Léa n'était pas très férue de démarches administratives, elle avait tendance à faire l'autruche face aux relances de l'agence immobilière, alors Christophe s'est dit que s'il intervenait avec un peu de fermeté, ça ferait avancer les choses. Léa lui aurait alors répondu qu'elle le rappellerait le lendemain pour éclaircir tout ça. Même s'il ne s'agissait pas vraiment d'une dispute, Christophe Petitgat s'en veut d'avoir été si dur car maintenant il le sait, c'est le dernier échange qu'il aura avec sa fille. Au cours de son entretien avec la police, il exposera également ses hypothèses. Pour lui, Léa n'a pas pu fuguer en laissant derrière elle ses 2 chatons. Elle vivait et travaillait dans des quartiers qui bougent, elle n'aurait pas pu être agressée par n'importe qui sans au moins un témoin. Pour lui, la seule explication possible, c'est que quelqu'un qu'elle connaissait l'attendait et l'aurait attaquée. D'autres proches sont entendus, notamment la mère et la sœur de Léa, qui racontent que peu de temps avant sa disparition, elles ont mangé toutes les 3 dans une pizzeria et elles ont remarqué une cicatrice assez profonde sur son bras. La jeune femme leur aurait dit qu'elle s'était blessée avec un couteau de cuisine qui aurait rebondi et l'aurait tranché. La mère et la sœur racontent qu'elles ont ressenti de la peur chez Léa, elles l'ont trouvée bizarre, mais elles ne lui ont pas posé plus de questions. Elles regrettent d'ailleurs de ne pas avoir plus hésité, car cette histoire de couteau qui rebondit et qui tranche n'est pas forcément crédible. Les enquêteurs se penchent aussi sur le cas de l'ex-petite amie avec qui Léa avait rompu. Selon un témoignage, ils avaient rendez-vous le 14 décembre au soir, jour de la disparition. Le jeune homme est interrogé, mais il est rapidement exclu de la liste des suspects. L'enquête commence à tourner en rond, il n'y a pas de suspect et pas de réelle piste. Les jours passent et toujours aucune nouvelle de Léa.
Christophe Petitgas se bat jour et nuit pour retrouver sa fille. Il met des affiches partout, des annonces sur les réseaux. Il y a même une page sur Facebook dédiée à la disparition de Léa. Il surfe sur le net pour débusquer le moindre indice ou message laissé. Il rencontre les amis de sa fille, ses voisins, sa patronne. Il donne des interviews et fait même des passages dans des émissions de télévision, malheureusement sans succès. De nombreuses pistes ont été explorées, mais aucune pour l'instant n'a mené à retrouver Léa. La piste de la fugue est la première chose à laquelle les enquêteurs ont pensé, mais cette hypothèse reste peu probable car elle n'aurait jamais laissé ses 2 chatons qu'elle adorait. Sa brosse à dents était toujours chez elle, ainsi que sa tablette graphique sur laquelle elle faisait une partie de ses dessins, et d'après ses proches, elle ne serait jamais partie en laissant cet appareil non plus. De plus, Léa n'avait pas d'argent, il lui restait seulement 6 € sur son compte bancaire, difficile de faire une fugue sans argent. Et puis, personne ne croit à la disparition volontaire, elle était très proche de son père, elle lui aurait au moins donné des nouvelles en voyant sa détresse. Les proches ne pensent pas non plus au suicide car elle était pleine de vie et d'ambition. 4 mois après le début de l'enquête, les enquêteurs pensent tenir une piste et placent en garde à vue 4 personnes. Tous viennent du milieu gothique, ésotérique et ils sont passionnés de jeux de rôle auxquels participait Léa. Les enquêteurs s'intéressent à eux car ils se sont contredits dans leur emploi du temps, mais cette piste ne mène malheureusement à rien et ils ont finalement été mis hors de cause. En 2018, un an après la disparition, un témoignage relance l'enquête, celui d'un chauffeur routier qui s'est souvenu avoir rencontré une jeune femme dans les jours suivant la disparition de Léa. Il raconte qu'il se trouvait à la porte d'Aubervilliers, à Paris, à plus de 400 km de Nantes, quand il aurait été abordé par une femme de petite taille. Elle lui aurait dit être nantaise et qu'elle n'avait plus d'argent. Jusque-là, la description peut facilement correspondre à Léa. La jeune femme lui aurait demandé à ce qu'il la dépose un peu plus loin, mais le chauffeur a refusé. Il aurait alors vu monter à l'arrière d'un scooter et partir en direction de la banlieue. Trouvant la situation un peu étrange, le chauffeur a noté la plaque d'immatriculation, mais malheureusement, quand il a pris connaissance de la disparition de Léa, il avait fait un grand ménage dans sa cabine et avait jeté le papier. Les policiers n'ont pas pu explorer cette piste car il n'y avait plus aucun enregistrement correspondant aux dates des événements, mais quand ils évoquent les 1,47 m de Léa, le chauffeur ne se souvient pas qu'elle était aussi petite. Pour lui, la jeune femme devait faire dans les 1,70 m. La piste est donc refermée. Mi-mai 2018, la police décide de réinterroger les proches de la disparue. Des psychocriminologues suivent les entretiens à la recherche de détails qui pourraient tout changer. Ils font donc remarquer que le téléphone du père de Léa a arrêté d'émettre entre 9 h et 11 h du matin le jour de la disparition. Placé en garde à vue et interrogé, le père n'en revient pas. Il le dit lui-même « Vous croyez que je pourrais faire du mal à ma fille ? Ils l'ont fait exprès pour que je sorte de mes gonds !» 2 mois plus tard, les enquêteurs débarquent au domicile du père pour vérifier son ordinateur, mais ils ne trouvent rien. Il est rapidement mis hors de cause, mais pointe du doigt le beau-père de Léa, avec qui elle avait eu des différends. Les policiers vont donc se pencher sur le beau-père. Les deux ne s'entendaient pas, à tel point que Léa avait porté plainte à l'époque et avait déménagé chez son père. Des violences physiques et verbales ont été constatées, notamment des tirages de cheveux. Le beau-père est alors interrogé, mais l'homme a des arguments et un alibi. La piste se referme aussitôt qu'elle s'est ouverte. 3 ans après la disparition, les enquêteurs vont s'intéresser au meurtrier d'une lycéenne de 15 ans, arrêtée le jeudi 20 août 2020. Le suspect s'appelle François Vergniaud, il a 46 ans au moment des faits, et il est soupçonné d'avoir tué quelques heures plus tôt une lycéenne prénommée Céleste qui sortait de chez elle dans une rue de la ville nantaise. L'homme avoue immédiatement le crime de la jeune fille, il reconnaît lui avoir tendu un piège, l'avoir violée dans un logement désaffecté, puis l'avoir étranglée avec un fil électrique. Ce François n'est d'ailleurs pas inconnu de la justice, car en 2005, il a été condamné à 18 ans de prison à Poitiers pour 12 viols et tentatives de viol, ainsi qu'une agression sexuelle. Il était d'ailleurs surnommé le violeur au carton, car il a tiré ses victimes en leur demandant un coup de main pour porter un objet empaqueté. La disparition de Léa survient 1 an après la libération de ce fameux Vergniaud, ce qui semble être une piste potentielle pour la police. Une photo de l'homme est donc présentée aux différents riverains de la rue Maude-Piquet, sans grand succès. La piste n'est pas totalement refermée, même si François Vergniaud nie connaître Léa et qu'il est décrit comme un criminel qui agit par impulsion, ce qui ne semble pas être le profil recherché dans le cas de Léa.
4 ans après la disparition, l'enquête continue et une piste vient pointer le bout de son nez en direction de l'Angleterre. L'adresse mail de Léa aurait été utilisée et l'adresse IP remonte jusque chez nos voisins britanniques. La piste est prise au sérieux car Léa parlait couramment anglais et qu'elle aurait pu tout à fait aller dans un autre pays. Mais après une enquête approfondie, les spécialistes de l'informatique évoquent un hacker qui aurait juste utilisé son adresse. Une autre piste s'ouvre quand un témoin qui vit sur une péniche assure avoir vu un homme jeter un corps depuis un pont dans la rivière de l'Erdre. Des plongeurs sont réquisitionnés pour longer le cours d'eau, mais aucune trace de Léa. Presque 8 ans après, il n'y a toujours aucune trace de Léa Petit-Gars. Ce qui est assez étrange, c'est qu'aucune battue n'a été organisée, du moins je n'ai pas trouvé de traces dans mes recherches. La police a beaucoup travaillé sur les témoignages, il y a eu plus d'une 50aine d'auditions. Aucune piste n'est fermée, je n'ai pas réussi à trouver des informations sur une éventuelle enquête menée par la police sur différents réseaux sociaux, sur son blog Tumblr par exemple. Peut-être qu'il y a des informations à dénicher sur des posts ou des choses qu'elle aurait likées pour comprendre peut-être si elle avait rencontré quelqu'un. En tout cas, la famille de Léa ne lâche rien. Ils ont participé en 2022 à l'émission Appel à témoins sur M6. Amélie la sœur a également apporté son témoignage dans Ça commence aujourd'hui, dans l'espoir que quelqu'un apporte de nouvelles informations ou que Léa elle-même voit son message. La fiche de disparition de Léa apparaît également sur le site d'Interpol, donc la recherche s'étend vraiment au-delà de la France. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette disparition inquiétante. Il faut savoir que l'enquête n'est pas fermée tant qu'on n'a pas atteint le délai de prescription qui est de 20 ans à compter de la date de disparition. Alors si vous avez des informations, n'hésitez pas à contacter l'antenne de police judiciaire de Nantes. Je vous mets tous les moyens de contact en barre d'infos.